est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Fin d'activité pour un présumé tueur en série qui opérait dans le district d'Abidjan. Coup de filet réalisé par les éléments de la direction de la police criminelle et ceux des équipes d'intervention de la brigade de recherche d'intervention. Il aurait à son actif une dizaine de crimes commis. L'individu aurait opéré à maintes reprises au cours du mois d'octobre 2020, ici à Abidjan. Pour soutenir les États dans leur lutte contre la Covid-19, les services de douane veulent contribuer en empêchant l'effondrement de l'économie par le maintien de la machine de production. Et cela passe par une accélération du mouvement des marchandises tout en protégeant les populations. On en parle avec Lanciné Bakayoko dans un instant. Au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, le CNSP, organe créé par les militaires putschistes du 18 août dernier, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition, le Premier ministre Mokhtar Ouane. Sur le sujet, quelques précisions dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le 25 janvier dernier, à la place d'armes générale de corps d'armée Ouattara, Thomas Daquin de l'état-major général des armées, la Côte d'Ivoire, rendait hommage à ces soldats tombés au champ d'honneur à Tombouctou, au Mali, alors qu'ils étaient en mission de maintien de la paix dans le cadre de la MINUSMA. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les 4 soldats ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national à titre posthume par le président de la République. Après l'appel aux morts, la sonnerie aux morts a retenti, puis est venu l'instant du récit des événements tels que vécus par les soldats. Les moments forts de cette journée avec Abou Sanogo. Sergent-chef Doumbia Yacouba, sergent-chef Bakayoko Adama, sergent Guigui Amian Jean-Baptiste et le caporal Bamba Mustafa sont les premières victimes dans un engagement opérationnel. Ils ont payé au prix du sang leur engagement dans une mission de solidarité internationale à Tombouctou, au Mali. Soldats de la paix, ils sont tombés au combat, les armes à la main, dans l'accomplissement de leur devoir. Appel aux morts et sonnerie aux morts pour l'ultime hommage de la nation. Caporal-chef Bamba Mustafa. Mort Bamba. Issus de l'armée des terres et des forces spéciales, ces 4 militaires ont reçu les hommages de la nation en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Daquin, lieu symbole de l'armée. Le chef de l'État Alassane Ouattara va s'incliner devant leurs dépouilles. Ils ont perdu la vie dans l'attaque perpétrée contre une patrouille des militaires ivoiriens en mission dans le cadre de la MINUSMA, le mercredi 13 janvier dernier. Ce jour-là, une colonne de blindés du bataillon d'infanterie ivoirien engagé au sein de la MINUSMA mène une mission de reconnaissance. Partie de Tombouctou la veille, la colonne doit rallier la localité de Bambara Maoudé, située 120 km plus au sud. 15 km avant cette destination, les blindés sont engagés sur une piste graveleuse. Il est un peu plus de 12h30 lorsqu'une détonation déchire le grand silence du désert en cet après-midi. Le blindé de tête vient de sauter sur un engin explosif improvisé. Puis suivre des rafales d'armes automatiques. Les soldats se déploient et engagent tous leurs moyens. L'affrontement est particulièrement violent face à un ennemi en embuscade et dissimulé dans les aspérités du relief. Au bout de 30 minutes, la riposte s'intensifie et l'adversaire est mis en déroute. Tout de suite après, l'attention se porte sur l'engin blindé atteint. Un mort est retiré des décombres. Il s'agit du caporal Bamba Mustafa, des forces spéciales, tireur de l'engin blindé, debout à son poste de tir au moment de l'attaque. Avec lui, 6 blessés sur les 8 autres membres de l'équipage. Ils sont tombés en véritables héros. Héros du jour, votre sang versé restera le ferment de notre motivation. Vous êtes nos premiers morts au combat en opération extérieure et nous saurons nous en montrer dignes. Bakayoko Adama, va en paix. Va te reposer. Tu as accompli ton devoir. Ne t'inquiète pas pour tes 2 derniers enfants. Adama, 4 ans, et Madoussou, 6 mois. Nous serons là pour leur indiquer le chemin qui a été le tien. À Madoussou, qui n'aura pas eu le temps de te connaître, nous compterons ton histoire. Doumbia Yacouba, à tes enfants, Ibrahim, 1 an 7 mois, et Ismaël, 4 mois.
qui ne comprennent certainement pas tout le remue-ménage de ces derniers jours autour d'eux. Nous leur dirons que leur père est un héros. Tu peux t'en aller. Diegui Armand, ton épouse et ton fils sont pour l'heure inconsolables, inquiets des lendemains devant le grand vide que tu laisses. Je te promets qu'ils ne seront pas seuls. Merci pour le service rendu. Il est maintenant l'heure de la pause pour toi. Bamba Mustapha, ta mère est là, la tête relevée, le regard droit, devant tous les honneurs qui te sont faits. Quel digne fils tu es. Même dans la douleur, tu as su lui redonner de la fierté. Ils ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national et promus au grade supérieur à titre posthume par le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Puis arrive le moment de la séparation, la remise de dépouilles aux familles, ainsi que du drapeau national et des attributs en souvenir des services rendus par les défunts aux armées, à la Côte d'Ivoire et à l'Organisation des Nations Unies. Les esprits meurtris, le corps très abattu, les parents des défunts inconsolables, anéantis par la douleur et le chagrin, ont du mal à dissimuler leur peine. Ils sont réconfortés ici par le président de la République, Alassane Ouattara. Les porteurs, leurs frères d'armes, au nombre de 32, dont 24 pour les cercueils, 4 pour les portraits et 4 pour les coiffures et autres attributs, vont au pas cadencé procéder au retrait des dépouilles. Voilà, paix aux âmes des disparus. Et nous le disions à l'instant dans les titres, la course est désormais achevée pour un présumé tueur en série qui sévissait dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Marcory. Un coup de filet réalisé par les éléments de la direction de la police criminelle et ceux des équipes d'intervention de la brigade de recherche d'intervention. L'individu aurait opéré à maintes reprises au cours du mois d'octobre 2020. Il se serait rendu coupable d'une dizaine de meurtres. Le récit d'Abou Sanogo. Fin de série pour le présumé tueur en série. Il sévissait dans la commune de Marcory, où des cas de mort violentes et suspectes ont été enregistrés, et ce, depuis le mois d'octobre 2020. Son mode opératoire consistait à fracasser le crâne de ses victimes à l'aide de briques ou de grosses pierres pendant qu'elles étaient endormies. Et ses cibles étaient des indigents qui squattaient les dessous de ponts, les grands carrefours et autres lieux en plein air pour passer la nuit. Il sévissait entre 2h et 3h du matin. Face à ces nombreux cas de meurtres en série, les fins limiers de la direction de la police criminelle, conduit par le commissaire divisionnaire de police Zagadou Vincent de Paul, directeur de la police criminelle par intérim, ont été mis à contribution. La mutualisation des actions des enquêteurs et des équipes d'intervention de la brigade de recherche et d'intervention a abouti à l'interpellation de ce présumé tueur en série. Un sans domicile fixe, aux environs de 3h du matin, non loin de l'échangeur de Marcory. Il a reconnu les faits et a avoué avoir fait une dizaine de victimes. Il sera conduit devant le tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau. Et justement, loin de lugubres agissements de ce tueur en série, retenons que d'importantes mesures ont été prises pour le bon fonctionnement de l'Assemblée parlementaire francophone au terme d'une réunion dirigée par le président de cette institution, réunion qui a eu lieu au cours de la 46e session de cette Assemblée, ouverte depuis le 19 janvier dernier. Abdoulaye Koné. Sous la présidence d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le bureau de l'institution qui s'est réuni par visioconférence avait plusieurs points à l'ordre du jour. Pendant 4 heures d'horloge, d'importantes mesures ont été prises, à savoir le remplacement des 3 membres de la section malienne, suspendus suite à la dissolution du Parlement malien le 19 août 2020, et leur remplacement par des membres de la section Afrique en attendant la prochaine élection législative dans ce pays prévue pour 2022. La composition de l'Assemblée sera ensuite soumise à la plénière pour avis favorable. Aussi faut-il rappeler que lors de cette réunion, le bureau a adopté un nouveau logo et une nouvelle charte graphique de l'APF sur proposition du secrétariat général. En outre, les membres du bureau ont également adopté le rapport d'activité 2020 de l'APF ainsi que le calendrier de ses activités institutionnelles pour l'année 2021. Poursuivant, le bureau a fait le point des activités des réseaux et des commissions permanentes. Cette 46e session de l'APF, qui a débuté depuis le 19 janvier dernier, a été marquée par les réunions des réseaux des femmes et des jeunes. Elle prendra fin avec les plénières qui auront lieu les 28 et 29 janvier prochains.
Et l'actualité, c'est également ce communiqué de la commission électorale indépendante qui constate depuis quelques jours que des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale s'adonnent à une sorte de propagande électorale dans certaines localités via les réseaux sociaux. Elle rappelle qu'au terme de l'article 28 du Code électoral, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Elle insiste auprès des candidats à la candidature que les articles 31 et 32 du Code électoral interdisent formellement toute forme de propagande électorale en dehors, bien sûr, de la période réglementaire. Tout contrevenant s'expose en conséquence à sa radiation de la liste des candidats. La commission électorale indépendante attache du prix au respect scrupuleux de ces dispositions susmentionnées. Elle compte sur l'engagement et la responsabilité de tous et de toutes. De 8 à 10 chiffres, bientôt la nouvelle numérotation pour les opérateurs de téléphonie. Et pour vous, abonnés de ces opérateurs, le changement annoncé pour tous les abonnés au réseau de téléphonie fixe comme mobile entrera en vigueur dans quelques jours. La Côte d'Ivoire va connaître son deuxième plan national de numérotation, le PNN. Les 8 chiffres des numéros mobiles et fixes passeront à 10 chiffres dans la nuit du 30 janvier, du samedi 30 janvier au dimanche 31 janvier 2021. En 12 mois d'intenses travaux ont été réalisés. Les opérateurs et régulateurs étaient à pied d'œuvre pour réussir à 100% cet important basculement technique et technologique dans ce numéro d'Ecopus proposé par Cheikh Koné du service économie. Nous revenons sur les préparatifs techniques de cette opération chez les opérateurs mobiles ainsi que le régulateur. Le voile de la nuit est tombé sur la ville. Les rues de la commune de Marcory sont désertes. Il est minuit passé de quelques minutes ce dimanche. Nous sommes ici en zone 4 au centre technologique d'un des 3 opérateurs de téléphonie mobile. On peut commencer normalement à faire les tests de vente, donc à partir de DVD, de faire des tests aussi sur Mobile Money, CRBT. Est-ce qu'on peut commencer directement les tests? Tout à fait. Ce soir, c'est l'avant-dernier, Dry Round, en temps des simulations, avant le grand basculement dans le processus de numérotation. La tension est vive et perceptible. Techniciens et analystes sont tous devant leur écran et moniteur. Une dernière fois, ils vérifient que le secteur qui leur est attribué est prêt. Oui, on vous envoie un mail. D'accord. Nous sommes aujourd'hui au 6e Dry Round, donc nous le faisons chaque semaine. Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Nous reprenons toute la base de notre abonné, nous essayons de mettre sur un nouveau système et on essaie de simuler justement tout ce qui va se faire comme appels, SMS et d'autres opérations de type ce qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Et depuis que nous le faisons, à chaque fois nous sentons que nous avons des progrès. Aujourd'hui nous sommes à 99,99% de succès. Voilà plus de 8 mois que les horaires de travail des techniciens de cet opérateur sont bouleversés. Tous les week-ends, entre minuit et 6 heures du matin, des tests de simulation de ce genre se tiennent sur tout le réseau avec une 60aine de techniciens. Une artillerie lourde qui a nécessité un important investissement. Chaque projet est un nouvel investissement et donc du coup on investit puisqu'il y a des interrogations, il y a de la capacité à ajouter, il y a aussi normalement des licences aussi à acquérir, il y a aussi des serveurs à mettre à jour. C'est plus d'une centaine de millions de francs CFA que l'entreprise Deloge a investi pour se mettre à niveau et préparer ses abonnés à la migration. Campagne télé, spots publicitaires, affiches, tout y est passé. Aussi bien chez cet opérateur que chez les 2 autres du marché. Chez eux, le seul volet communication représente près de 50% du budget global alloué à l'opération de basculement. Oui, des milliards ont été mobilisés. Je n'irai pas vous donner les montants qui sont très variables, mais ce sont des enveloppes très importantes. Je peux vous dire que c'est de l'ordre du milliard que le basculement a coûté pour les opérateurs. Faut-il craindre que ces investissements massifs soient répercutés sur le consommateur final? Ils ont été prévus de longue date par les opérateurs dans la mesure où un basculement, on le prévoit à partir du moment où on sent qu'il y aura une saturation. Et rassurez-vous, ça ne fera pas l'objet de tarification supplémentaire pour nos abonnés. Même si les attentes des consommateurs premiers concernés par cette opération sont nombreuses, force est de reconnaître qu'ils placent beaucoup d'espoir dans ce plan. Nous sommes quand même rassurés de ce qu'il ne peut pas avoir de répercussions sur le consommateur final. Parce que je pense que ce basculement n'est pas demandé par le consommateur. Le basculement est gratuit. Il n'y a rien à payer. Nous avons déjà vu un groupe
qui se met en place pour dire aux gens, non, il faut faire des réglages, il faut payer 500 francs, il faut payer 1000 francs. Il n'y a pas un franc à payer, c'est de l'anarque. La migration de 8 à 10 chiffres n'a pas satisfait que les consommateurs. Plusieurs entrepreneurs dans le développement des solutions numériques y voient un canevas pour faire du business. C'est le cas de cette jeune start-up promotrice d'une solution de migration des numéros des abonnés. Malheureusement, elle a été sommée par l'autorité de régulation des télécommunications, ARTCI, de retirer son application. On a eu à travailler la solution, nous avons un peu essayé de déployer, nous avons déployé une version déjà en ligne. Nous permettons aux gens de pouvoir l'installer, de télécharger, mais nous avons juste fermé pour ne pas permettre aux gens de pouvoir faire maintenant le basculement, le temps qu'on soit en conformité et remplir certaines conditions avec l'ARTCI. Sur la question, la RTCI s'est dit ouverte à toute proposition respectant sa procédure de validation. Nous leur avons dit simplement de faire valider leur application. Vous savez qu'un développeur, je ne dis pas que c'est le cas, mais un développeur peut récupérer vos données alors que ce sont des données personnelles. On lui demande simplement, on demande au développeur de venir se faire mettre en conformité, de venir se faire certifier. Il faut qu'on valide, disons, l'application qu'ils ont développée. C'est une très bonne chose, on les encourage d'ailleurs, mais on veut valider, ça ne prend pas du temps. En 2000, lors du premier basculement qui a vu le passage de 6 à 8 chiffres, un important bug a dérangé tout le réseau téléphonique en Côte d'Ivoire. Pour cette seconde opération, 20 ans plus tard, les opérateurs disent avoir pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité, surtout que les enjeux de ce basculement en 2021 sont énormes. Il s'agit entre autres de préparer tout le système de télécommunications pour être à niveau des évolutions technologiques, mais surtout améliorer la qualité du service. Et pendant qu'on se prépare à passer de 8 à 10 chiffres, vous parlez justement de la numérotation téléphonique. La communauté bancaire mondiale célébrait hier sa journée traditionnelle, journée internationale des douanes autour d'un slogan « Relance, renouveau et résilience, la douane au service d'une chaîne logistique ». Un thème choisi pour coller à l'actualité sanitaire et surtout marquer la volonté des services de douane d'accélérer le mouvement des marchandises tout en protégeant les populations. Mieux, faire face à la crise sanitaire tout en empêchant un effondrement de l'économie par le maintien de la machine de production. Lancine Bakayoko. Cessation d'activité, réduction du temps de travail, baisse des ventes et des échanges commerciaux. La crise sanitaire mondiale a eu un impact direct sur les entreprises ivoiriennes. En application du plan de riposte national initié par le gouvernement, plusieurs mesures vigoureuses ont été prises. Il s'agit de mesures visant à faciliter le mouvement rapide des envois, traduites principalement par la main-levée immédiate des marchandises de première nécessité importées, la dématérialisation accrue des procédures de dédouanement en vue de réduire au maximum les délais de traitement, des mesures de soutien à l'économie, concrétisées par des exonérations des droits et taxes de douane, l'annulation totale des frais de dépôt sur les biens contribuant à la lutte contre la pandémie. Ces exonérations et autres annulations fiscales ont certes permis d'éviter la banqueroute à beaucoup d'entreprises, mais elles ont provoqué un manque à gagner considérable pour le trésor public. Aujourd'hui, avec l'apparition de nouveaux variants du virus et l'annonce d'une probable deuxième vague de la pandémie, c'est désormais la stabilité économique qui se trouve menacée. Il devient donc urgent pour les douanes de doper le plan de riposte sanitaire, mais aussi d'intégrer fortement un volet relance de l'économie. Cette relance passe par l'accélération des mouvements de marchandises, y compris les fournitures médicales et les biens essentiels. Il s'agira ainsi, pour l'administration des douanes ivoiriennes, d'intensifier les initiatives en faveur de la consolidation de la chaîne logistique à travers la digitalisation accrue et de ses procédures douanières, de promouvoir des valeurs éthiques en s'engageant en faveur de la diversité et de l'inclusion. À l'issue de cette journée mondiale des douanes, 7 dirigeants de l'administration ivoirienne ont été récompensés pour leur engagement à faire face aux effets de la pandémie et leur acharnement à accroître les performances des douanes ivoiriennes. Le monde qui continue de résister au virus dans la mesure de ses capacités, un virus qui continue d'être actif car chaque jour de nouveaux cas de contamination à la Covid-19 sont enregistrés. Voyons ce qu'il en est à la date de ce 27 janvier 2021.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier mardi 26 janvier 2021 141 nouveaux cas de Covid-19 sur 2239 échantillons prélevés, soit 6,3% de cas positifs, 196 guéris et un décès. À la date du 26 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 27 237 cas confirmés, dont 25 196 personnes guéries, 147 décès et 1894 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 323 322. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas encore terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Et puis toujours sur cette actualité concernant la Covid-19, après le laboratoire Pfizer, le laboratoire AstraZeneca a annoncé lui aussi une réduction de 60% de ses livraisons de vaccins. L'Union européenne compte d'autant plus sur le vaccin d'AstraZeneca dont elle a 400 millions de doses en précommande, qu'il coûte moins cher que ceux de Pfizer et de Moderna et qui n'exigent pas une conservation à moins 70 degrés Celsius. Le bras de fer s'est donc engagé entre l'Union européenne et le laboratoire anglo-suédois, d'où l'idée de contrôler les exportations soutenues en particulier par l'Allemagne et la France. Le principe est de tenir un registre des exportations hors d'Europe des vaccins qui y sont produits. Et on continue justement le cours de cette édition pour parler de cette actualité qui concerne le centre de santé de la sous-préfecture de Lolobo dans le département de Béoumi qui a un nouveau bâtiment inauguré par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiemoko Touré. Cette action gouvernementale vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le reportage est signé Soro Corona. Lolobo, sous-préfecture du département de Béoumi. La localité bénéficie d'un centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité depuis les années 80. Cependant, la vétusté des locaux constitue une préoccupation majeure pour la première responsable du centre. Le centre de santé est vieillissant et nous avons un plateau technique qui est vraiment délabré et nous n'avons pas de logement pour le personnel. Un mauvais souvenir désormais. Un nouveau bâtiment répondant aux exigences des constructions sanitaires est sorti des terres. Une satisfaction pour les responsables de la santé et les populations de Lolobo. En 3 mois, ce bâtiment est construit. Nous sommes très heureux de pouvoir l'utiliser dans le but d'améliorer la santé de la population de Lolobo. On a besoin d'eau, voilà, on a besoin de personnel, on a besoin d'ambulance. Mais on apprécie le gouvernement, son travail. L'édifice sanitaire a été inauguré par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Il s'agit d'une action gouvernementale dans le cadre du programme d'urgence. Ce centre de santé qui a été instruit par le président de la République dans le cadre des programmes d'urgence pour pouvoir accompagner les populations, cet aspect de fragilité. Donc nous sommes heureux que ce projet voit son aboutissement ce jour. Et nous espérons véritablement que la population pourra en prendre soin. Il reste bien sûr quelques aspects d'équipement que nous allons regarder avec bienveillance dans les semaines qui viennent. Les populations sont invitées à prendre soin du centre de santé dont bénéficient les 15 villages de la sous-préfecture de Lolobo. Voilà de quoi rejouer le cœur des populations et on parle de paix en ce moment dans la région des Grands Ponts et dans le département de Dabou. Les populations de Kossrou dans le département de Dabou ont reçu le ministre Emmanuel Essis Esmel, fils de la région, pour une campagne de sensibilisation à la paix. Emmanuel Essis Esmel prône la cohésion sociale entre les communautés autochtones et allogènes au vu des conflits interethniques qui ont éclaté ce mois dans le village de Kossrou. Jean-Marc Djadji nous en parle. Village de Kossrou, sous-préfecture de Toupa, à 35 km de Dabou, région des Grands Ponts. Ici, le ministre Emmanuel Essis, fils du département, rencontre les autochtones à Djoukrou de la localité. Objectif, apaiser les esprits des habitants au vu des conflits communautaires qui ont émaillé le village, à la suite du décès d'un jeune adolescent de 19 ans, disparu et retrouvé le 10 janvier dernier. Les populations de Kossrou s'engagent à adhérer au principe du vivre ensemble. Nous ne pouvons pas apprécier la réaction que la jeunesse de ce village a eue face à cette situation. Mais je crois qu'avec les conseils du ministre, on a pu maîtriser la jeunesse. On s'est entendu. Jusque-là, c'est encore la jeunesse qui veille sur les biens
de tous. Le ministre a exhorté les 170 nouveaux patriarches de la génération des Obodjoulou au pouvoir à être les relais de la promotion de la cohésion sociale et du développement à Kosrou. Nous nous battons pour que la paix revienne. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres ne peuvent pas vivre sans nous. Nous prêchons le vivre ensemble. Et le message que je leur ai passé, c'est un message de cohésion, de paix. Que pour qu'on passe le développement, il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on taise nos querelles intestines et qu'on regarde le programme du gouvernement, de sorte à tirer le maximum profit de ce programme pour le bonheur des concitoyens. Le fils de la région, Emmanuel Essis, a apporté son soutien et la compassion du gouvernement à la famille de la victime. Une tournée de sensibilisation pour la paix est prévue dans les villages du département de Dabou pour le bon déroulement des élections législatives du 6 mars prochain. Et pour plus de précision, notons que la tournée de la paix du ministre Emmanuel Esmaïlissi s'étendra dans les sous-préfectures de Dabou, Lopou et Toupa. Et un autre son de cloche à l'apaisement s'est fait entendre à Teiri, gros village de plus de 9000 âmes situé dans la sous-préfecture de Bayota, département de Gagnoa. Il y a 2 mois, au cours du scrutin présidentiel, de violents affrontements intercommunautaires avaient secoué le village. Depuis, le calme est revenu, occasion pour Mélanie Sokouri, fille de la région du Gand, présidente nationale du Parti Génération Écologie de Côte d'Ivoire, de rencontrer les populations du dit village et de les exhorter au vivre ensemble, leur demander surtout de tourner la page du 31 octobre 2020. C'est Forazeki. Teiri, village de plus de 9000 âmes situé dans la sous-préfecture de Bayota, département de Gagnoa, renaît peu à peu de ses cendres. Il y a 2 mois, ce village était le théâtre d'affrontements entre autochtones et allogènes. Étal, boutiques, cabines téléphoniques et autres activités ont repris du service, ce qui témoigne d'une reprise même légère de la vie à Teiri. Ce village qui s'était vidé de sa population retrouve timidement ses habitudes. Les populations interpellent donc les autorités sur leur situation. On attend les autorités qui vont venir nous secourir et puis faire venir tous les autres qui sont partis. Ce lieu n'est pas un marché aux puces, mais bien un regroupement de femmes et jeunes filles qui essaient d'opérer des tris parmi plusieurs stocks de vêtements offerts par des mains généreuses, vu qu'elles et leurs familles ont tout perdu dans cet affrontement intercommunautaire. C'est un cadeau là, merci beaucoup. Grâce à aujourd'hui, on a des pains. Pour aussi ma maison est partie, tout mieux même. Ça la maison on a donné ce cadeau. À Teiri, une des filles du village, Mélanie Sokouri, s'est rendue sur place pour échanger avec les populations locales. Mélanie ne demande qu'une chose, tourner la page des affrontements interethniques afin de maintenir la cohésion sociale. Je demande à mes parents de demeurer toujours en paix, dans le vivre ensemble, dans cette cohésion sociale qui fait que ce brassage de population qui apporte le développement à la région. Je demande aux parents de tourner la page qui s'est passée le 31 octobre 2020. Sur les plus de 9000 âmes que compte Teiri, environ 2000 sont de retour. La localité qui comptait 840 élèves n'en compte que 120 aujourd'hui. Devant la chefferie et les populations, Mélanie Sokouri a insisté sur la nécessité que ces enfants qui ont suivi leurs parents dans les autres villages reviennent poursuivre leur scolarité. La délégation a visité plusieurs maisons détruites dans le village à la suite des affrontements communautaires avant de promettre qu'elle entamera, elle aussi, un plaidoyer pour l'appui aux populations. Et puis, mesdames et messieurs, triste nouvelle. En cette journée, on a appris il y a quelques heures le décès d'un grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, l'ancien ministre ivoirien Guy Alain Gauze, dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Abidjan, des suites d'une longue maladie. Nommé ministre des Matières Premières en 1993, en 1998, il a occupé le portefeuille du ministère du Commerce extérieur. Il a été ensuite nommé ambassadeur en Europe de 2000 à 2002 avant de devenir représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2006. Il s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Repos à l'âme du disparu.
Et puis en sport, en football, CHAN 2021. Hier, mardi, à la faveur de la 3e journée du CHAN dans le groupe C, le Rwanda et le Maroc se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Rwandais ont sorti les Togolais sur le score de 3-2 et les Marocains de leur côté se sont imposés face aux Ougandais sur le score de 5-2. Le résumé de ces deux oppositions à rebondissement avec Patrick Dadier de la rédaction de RTI Sport, c'est maintenant. Le Rwanda obtient son sésame pour les quarts de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est au bout de l'effort, dans un match chaud bouillant, que les Amamovi sont venus à bout d'une équipe courageuse des éperviers du Togo, 3-2. Pourtant, ce sont les Togolais en blanc qui chaque fois prennent l'avantage avant de se faire rattraper. 38e minute, Richard Nandé frappe. Sur cette tête, Olivier Niamzima va ajuster Abdul Moubarak Aïba pour l'égalisation. 60e minute, le Togo repart de plus belle grâce à Bilali Akoro. Mais la joie est de courte durée, puisque Jacques Tizengue remet encore les pendules à l'heure. Finalement, ce mano à mano est remporté par les Amamovi. Dans l'autre rencontre, le Maroc n'a fait qu'une bouchée de l'Ouganda, 5-2. Même scénario que dans la première opposition, les Ougandais sont les premiers à provoquer la colère des Lions de l'Atlas suite à ce but d'Ibrahim Horit à la 25e minute. La suite est catastrophique. La panique gagne le camp des jaunes, noirs et blancs. Les buts vont s'enchaîner de partout dans les buts de Chalou Congo. Et puis dans le cadre de cette compétition, on assistera aujourd'hui aux dernières rencontres de poule. La poule D ferme la boucle avec Namibie, Zambie et Tanzanie-Guinée. Début des quarts de finale le samedi 30 janvier 2021. Dans l'actualité internationale au Mali, le Comité national de salut pour le peuple CNSP, organe créé par les militaires putschistes 18 août dernier au Mali, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition, le Premier ministre Mokhtar Ouane. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Même si cette dissolution est un événement, les militaires n'ont pas totalement disparu. Certains parmi eux occupent des postes importants au sein du gouvernement. Et notons également que le sommet du G5 Sahel aura lieu dans 3 semaines, les 15 et 16 février prochains à N'Djamena. Et pour préparer ce rendez-vous, le président français Emmanuel Macron reçoit mi-janvier ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby la semaine dernière, c'est au tour de Boundaol, le président de la transition au Mali, d'être reçu ce mercredi à l'Elysée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.